Salut à tous, bienvenue sur Motorzen Co. Aujourd'hui, on va parler des motos les plus chères. Je vous ai fait une sélection de 10 motos. On va essayer de comprendre pourquoi elles sont à ce prix-là. D'ailleurs, vous aurez le droit de mettre votre avis en commentaire sur chacune d'entre elles. Et si dans le lot, il y en a qui ont des infos que j'ai pas, alors là, on sera au top. En tout cas, ça ouvrira le débat. On commence tout de suite avec la MV Agusta F4 1080, sortie en 2008. Alors, comme vous le savez, j'ai déjà eu la chance d'essayer une F4 sur cette chaîne. Je peux vous dire que déjà de base c'est quand même une moto exceptionnelle à pas mettre non plus entre les mains d'un débutant. Et ceux qui connaissent la marque savent qu'ils ont quelques séries limitées déjà à leur actif, qui d'ailleurs rendent souvent hommage à des personnages très importants pour la marque. Et aujourd'hui justement, donc cette 1080, elle était destinée à Claudio Castiglioni, l'ancien patron d'MV Agusta. Donc on part sur une moto faite à la main. On a des échappements et des soupapes en titane, des carénages en carbone, on a bien sûr que des matériaux nobles, on a des éléments en magnésium, des pièces taillées dans la masse, bref, tout ça pour avoir un poids relativement contenu, puisqu'on est à 187 kg à sec. Pour la puissance, on est à 198 chevaux, et accessoirement, une vitesse de pointe à 315 à l'heure, ce qui n'est pas dégueulasse. Alors, vous allez me dire, à plus de 100 000 €, c'est sûr, valait mieux. Maintenant, comme vous le savez, au pays de la spéculation, je peux vous dire que c'est beaucoup plus rentable qu'un livret A. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a une petite série limitée qui a été faite autour d'une centaine d'exemplaires. Faites-vous plaisir. On passe maintenant chez les British avec l'Aston Martin AMB 001, dont tout le monde a entendu parler au salon de l'ECMA de cette année. Il faut savoir que sous cette Aston Martin, il se cache en fait une moto française, oui monsieur, qui est fabriquée à Toulouse. Finalement, Aston Martin est intervenu que pour le design. D'ailleurs, le patron de la marque a déjà annoncé un prochain modèle issu de ce partenariat avec Aston. Sur celle-ci, on part sur un V-Twin qui fait quand même 180 chevaux. Et pour avoir 180 chevaux, évidemment, ils ont greffé un turbo nouvelle génération. Alors la marque justifie ce choix technique pour une seule et bonne raison. Le but, c'est pas du tout d'avoir une moto de Jean Kekos qui fait des roues arrière toutes les 4 secondes. Non, non. Pour ceux qui connaissent pas la marque, Broad Superior à la base c'est la moto de Laurence d'Arabie. Leur modèle le plus connu actuellement c'est la SS100. Et même si elles sont déjà à 60 000 €, clairement on casse pas des chronos avec. C'est pas le but de la manœuvre. Alors pour rentrer dans les détails de la conception, on a un cadre en alu taillé dans la masse. On a également du carbone, on a du titane. Pour ceux qui ont suivi l'actualité de la chaîne, j'ai prévu prochainement de faire une visite de leurs locaux. Sachez qu'ils ont un showroom de malade, avec plein de modèles que personne ne connaît, qui d'ailleurs n'a jamais été montré à la presse. Et je peux vous dire que le V-Twin Turbo, ça date pas d'hier chez eux. Là encore, on part sur une série limitée à une centaine d'exemplaires. De souvenir, elle fait 180 kg. Bon bref, vous vous en doutez, je demanderai toutes les informations complémentaires directement à ses créateurs. Donc pensez à surveiller les prochaines vidéos, ça va pas tarder à sortir. On passe maintenant chez Bidual avec la Type 1. Décidément, c'est incroyable le hasard, encore du Made in France. Vous allez croire que je suis un gros chauvin de base, alors que pas du tout. Bon alors ok, j'en vais déjà me dire, oui, c'est cher pour ce que c'est dégueulasse, de toute façon c'est comme Broad Superior, c'est surcoté, etc., etc. Soit on est sensible à ça et on a évidemment le portefeuille qui va avec, soit je pense que c'est même pas la peine de rajouter quoi que ce soit. Donc en gros, la Type 1 c'est un roadster. La grosse particularité qui saute aux yeux évidemment, c'est qu'on a un flat twin longitudinal. C'est donc deux Français qui ont décidé de lancer cette marque. Et ils ont mis quand même 15 ans pour développer cette moto. C'est là qu'on reconnaît les petites structures artisanales. Sur le plan technique, on a 100 chevaux, 239 kg. Donc ouais, c'est sûr, là comme ça fait pas rêver. Par contre, ce qui est un peu plus sympa, c'est qu'on a un cadre monocoque en alu, dont le réservoir fait partie intégrante d'ailleurs. Alors le constructeur a indiqué que toutes ces pièces-là étaient réalisées dans une fonderie aéronautique française. Bon. Est-ce que ça se passe encore du côté de Toulouse? Ça je sais pas. Autre détail esthétique qui marque tout de suite le regard, c'est cette espèce de planche de bord en chêne d'Australie avec tous ces compteurs en veux-tu en voilà. Bon pour ma part je dirais heureusement qu'ils nous ont pas sorti une selle en saumon fumé. Bah parce que ouais 140 000 € pour une œuvre d'art, même si l'art est subjectif, là je vous avoue que bah même moi j'ai un peu de mal. J'ai beau être ouvert, j'ai mal. Mais apparemment la marque existe encore, ils en vendent toujours. On est évidemment sur de la petite production, mais ils sont toujours là. On revient maintenant chez les Italiens avec la Massimo Tamburini T12,
qui est évidemment un hommage au designer de la F4 qui nous a quitté en 2014. C'est une moto qui a été voulue très épurée. D'ailleurs, vous remarquerez que le pot a été fort habilement intégré au sabot moteur. D'ailleurs, le moteur, il n'est pas italien, c'est le moteur de la S1000RR de chez BM. Ils ont quand même réussi à le pousser à 230 chevaux. Le plus dingue dans tout ça, c'est son poids. Elle fait 154 kg, c'est quand même oufissime. Donc pour ça, ils ont utilisé du carbone. Les jantes sont en magnésium. Le monobras à l'arrière aussi. Le gros plus de cette moto, c'est qu'elle est entièrement paramétrable. Et même son châssis. Bah ouais, je savais pas qu'un châssis était paramétrable, mais oui, apparemment ils ont intégré des pièces qui permettent de modifier la rigidité. Bon là je vous avoue que tout ça, ça me dépasse. Pensez à leur envoyer un petit mail si vous voulez des détails. Et surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire, moi ça m'intéresse. Et ça intéressera tout le monde je pense aussi. Bon ouais, vous l'avez compris, on est vraiment dans la quête de la perfection. On est sur un objet passion, il y a aucune approche pragmatique financièrement. Ce qui explique que bah, elle coûte un petit million de dollars. Et ouais. On va maintenant aux États-Unis avec la Confederate G2 P51 Combat Fighter. Ouais, sans déconner, heureusement qu'ils l'ont pas badgé avec ce nom-là, parce que sinon la bécane elle ferait 5 mètres de long. Alors faut savoir que c'est une marque qui est basée en Alabama, qui d'ailleurs a eu quelques soucis avec le nom de cette moto, Confederate. Il n'y a pas vraiment une connotation très choupinou. Du coup au final ils ont changé et de nom et de domaine. Maintenant ils font de l'électrique, ouais. Faut savoir qu'historiquement ils étaient connus pour faire des motos complètement dingues, en petite production bien sûr. Donc sur celle-ci on part sur un moto SNS de 2 litres 2. Le machin il sort 200 chevaux. On a un couple de tractopelles, 255 Nm. Niveau du poids on a 277 kg. C'est vrai qu'en termes de design moi je la trouve très réussie. J'aime beaucoup le petit réservoir intégré sous la selle, c'est super classe. Je vous invite à regarder la petite vidéo qu'ils ont faite dessus, c'est super sympa à voir en action. À l'avant on a une fourche à parallélogramme. On a des jantes en carbone. Et tout ça pour combien? Eh ben pour un petit 100 000 €. Et ouais. On passe maintenant chez les Tchèques avec la Midalu 2500 V6. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est un V6 de 2,5 litres qui nous sort un petit 240 chevaux pour 267 kg. Vu l'encombrement du moteur et la cylindrée, bah c'est quand même pas dégueulasse. Dessus on a une suspension en full Öhlins. On a du Brembo 4 pistons. On a un cadre treillis. Bon, ok. On a aussi du carbone. Ce qui est bien, c'est que la moto est entièrement personnalisable. Là encore, à 120 000 €, encore heureux. Alors, est-ce qu'elle est vraiment efficace ou pas? C'est vrai que c'est difficile à dire hein, si on l'a pas essayé, d'autant qu'il n'y a pas de vidéo réellement pertinente sur le net. Par contre, le son est vraiment ouf. On passe maintenant chez les Japonais avec la Honda, la RC213 VS 2016, qui n'est ni plus ni moins que le dérivé de la 213V de circuit. Hein. Alors forcément, en termes de législation, on a été obligé de rajouter les organes de sécurité en vigueur, rétroviseur, clignot, anti-renvoi aux pneus slick. Au passage, on a perdu les freins carbone céramique. Par contre, on garde le même châssis, on a toujours des carénages en carbone. Pour ce qui est du moteur, et c'est là que ça devient intéressant, on a une première version à 159 chevaux pour 188 000 €. Mais si vous trouvez que c'est pour les fragiles, eh ben, il vous propose une version à 215 chevaux pour un petit billet de 201 000 €. Voilà. On passe chez les Australiens avec la PGM V8. C'est une moto qui est importée en France, qui est produite en petite quantité. C'est fait à la main. D'ailleurs, le créateur de la marque est un ancien ingénieur du Superbike, un certain Paul Ballonnet. Dans l'idée, il a voulu accoupler 2 moteurs de R1. Et surtout, contrairement à la Boss Hoss, que tout le monde a déjà vu au moins une fois, l'idée c'était de faire une vraie moto utilisable, et pas un espèce de gros tractopelle absolument ingérable. Et moi personnellement je trouve que c'est très réussi. Alors certes l'empattement est forcément un peu long, mais quand on pense qu'il a réussi à intégrer un V8 de 334 chevaux pour un poids total de seulement 242 kg, je trouve que c'est un prodige, c'est même un miracle, je sais pas comment il a fait ça. Du coup dans les détails fournis par la marque, on a un cadre treillis renforcé, on a une fourche inversée de 48 mm. Bah ouais, il faut au moins ça. On a évidemment quelques éléments en carbone. Et une superbe ligne Accra qui sonne velu. Enfin, quand je dis velu, je trouve que justement, comme il fait que 2 litres de cylindrée, il a un son qui est plutôt aigu, qui du coup fait plus penser à une voiture de course qu'à une moto. Alors oui, j'ai oublié le détail qui tue, le prix. Bon bah c'est 160 000 €. Hein. On passe maintenant à la Sutter MMX 500. J'ai pensé à tous les amoureux de 2 temps et je sais qu'il y en a sur cette chaîne, j'ai des petits messages de temps en temps. C'est vrai que ça reste des moteurs bourrés de caractère, plein de sensations. Bah là dites-vous qu'ils ont collé un V4
de 576 cm3 qui sort, accrochez-vous bien, 195 chevaux. À 13 000 tours minute évidemment, hein, c'est un 2 temps. D'ailleurs les quelques rares essayeurs qui ont eu le plaisir de se faire la main dessus confirment que, bah, comme tous les 2 temps, il n'y a rien en bas régime, mais ça c'est pas une info, on est d'accord. Par contre la vraie info c'est quand même son poids, 127 kg, c'est un VTT le truc. En vitesse de pointe elle est annoncée à 310. On est sur une toute petite production, il y a 99 exemplaires. On est sur un châssis de Moto 2, on a beaucoup de carbone, on a des suspensions en Öhlins, des jantes OZ, des pots à Krapovic. D'ailleurs c'est une moto qui a tourné au TT, et ouais, il y a une vidéo là-dessus. Et pour ce qui est du prix, bah ma foi, on est à 110 000 €. Je voulais terminer ce top 10 avec du grand n'importe quoi, donc ça se passe forcément aux États-Unis. Je veux parler bien sûr de la Dodge Tomahawk V10 Superbike. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Bah déjà parce que je suis fan des Viper et que je sais pas encore comment ils ont réussi à rentrer ça là-dedans. Et peut-être aussi parce qu'on est quand même à un petit billet de 550 000 balles quand même, hein. D'ailleurs, c'est vrai que visuellement, elle fait quand même penser un petit peu à ce qu'a pu faire la Zarette avec son moteur Maserati. Bien qu'en soit, la Lazarette a l'air quand même un peu plus subtile à côté. Dans les détails, sur le moteur, on a un V10 de 8 litres 3 avec 500 chevaux. On a 712 Nm de couple. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire passer cette puissance au sol. Ils ont beau avoir calé de 4 petits pneus sur mesure, ça me paraît techniquement inconcevable. D'ailleurs, ils annoncent un 0 à 100 en 2 secondes 5. J'espère qu'ils ont un launch control, sinon je vois pas comment c'est possible. Dessus, on a une boîte de vitesse. Ils annoncent une vitesse de pointe à 480 km/h réelle et 653 théorique. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de chiffres et pas grand chose pour le vérifier. Donc là encore, hein, si vous avez des informations, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Ah oui, j'ai oublié le poids. On est quand même sur une petite enclume de 680 kg. Bref, en tout cas, je sais pas ce qu'en pense le monsieur sur la photo, mais ça reste une moto badass, hein. Alors pour la petite histoire, j'ai eu l'idée de faire ce top 10 en regardant un motovlogueur très cool que je suis depuis un petit moment. Il s'appelle Despi. Il a sorti récemment une vidéo coup de gueule sur l'ECMA dans laquelle il dénonce l'escalade de la puissance et surtout des prix. Bref, dans ma tête, ça a fait tilt. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo et vous faire votre propre avis là-dessus. Et puis ce sera l'occasion de découvrir sa chaîne. Vous verrez, il y a plusieurs thématiques, mais c'est très axé sur l'esprit motard et tout ce que ça implique. Donc pour tous les gens comme moi qui sont allergiques au road rage et qui sont en quête d'un peu de bienveillance, ça commence à se faire rare sur YouTube. Je mettrai bien sûr le lien de la chaîne dans la description. Voilà, j'espère que ce top 10 vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Pensez à laisser un petit pouce bleu. Je souhaite complètement la bienvenue aux nouveaux, comme d'habitude. Pensez à vous abonner, à partager. Et je vous dis complètement à bientôt sur Motors & Co.